Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci de m'inviter. On a cette chute des marchés obligataires mondiaux qui s'accentue alors que la guerre se prolonge en Iran. Tout ça aggrave évidemment le risque d'inflation. Cette tension sur les marchés obligataires, qui est mondiale, qui n'est pas franco-française, loin s'en faut, elle vous inquiète, elle vous préoccupe, elle est passagère, elle est... Alors, on va commencer par une note positive. Ce qui est rassurant, c'est que la France est considérée par les investisseurs comme les autres. D'ailleurs, les autres grands pays ont des problèmes budgétaires qui sont comparables aux nôtres. Donc, on n'a pas de décalage, on n'a pas de risque particulier sur la France. Ensuite, ce qui se passe dans l'ensemble des pays développés est extrêmement sérieux, sinon grave, puisqu'on a un affaissement obligataire lent. Et on sait que quand les obligations baissent, ça veut dire que les taux montent. Et les taux d'intérêt à long terme sont en train de retrouver les niveaux très élevés qu'ils avaient il y a plusieurs années. Si on se replace sur une longue durée, il y a eu 35 ans, c'est long, de baisse des taux d'intérêt jusqu'à 2022, qui sont même devenus négatifs, on était un peu inquiets. On pensait que la remontée serait graduelle, et là, elle s'accélère. Et ça pose des problèmes, on va en dire un mot, graves, puisque en France, on tangente ce matin... On ne tangente pas encore les 4%, mais 3,90, on est à 3,85 hier, 3,90 ce matin d'après ce que j'ai vu. L'Allemagne se rapproche des 3,20%. Aux États-Unis, vous le disiez à l'instant, on est à 4,6%. À chaque fois, je parle du 10 ans de la devise considérée. Donc ça veut dire que, alors que la difficulté de tous les États est de financer des dettes publiques qui sont massives, le coût du financement de ces dettes va encore augmenter, ce qui va encore contraindre l'action des États. Et dans le même temps, on voit que les investisseurs sont assez confiants. Le CAC 40 sur la Bourse de Paris est repassé au-dessus de 8000 ce matin, parce que tout ce que va donner l'intelligence artificielle va dégager une productivité massive dans l'économie. Et donc les investisseurs se disent, les entreprises vont s'en sortir, mais les États, on est moins confiants. Et donc ce qui se passe, c'est une prime de risque, en fait, sur la dette des États. Et qui a raison entre les deux, entre ce que nous dit le marché de la dette souveraine, le marché de taux, avec encore une fois des taux longs qui montent partout en flèche. On est vraiment au plus haut au Japon, aux États-Unis, partout en Europe. Les marchés ont raison dans les deux cas. Et les marchés boursiers, qui sont quasiment tous au plus haut. Ils ont raison dans les deux cas. Les marchés boursiers, parce qu'on est dans une phase de développement de l'économie mondiale qui va accélérer avec l'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis, en Chine. L'Europe est un peu à la traîne, mais elle peut encore rattraper la marche du monde. En revanche, les États sont tous en difficulté, d'où le fait que leur coût de financement augmente. Pour donner juste un chiffre, cette année, j'avais signé moi-même le texte qui a permis qu'on lance cette affaire sur le refinancement de l'État. Le refinancement de l'État, de notre pays, c'est 310 milliards d'euros d'autorisation de nouvelles émissions que va réaliser le Trésor public. 150 milliards pour le déficit qui est prévu cette année, qui est à peu près stable par rapport à l'année dernière. Pareil sur les refinancements. Et 150 milliards pour les tombées. Refinancer les tombées. Alors, sur les tombées anciennes, c'est un drame. Les tombées, ce sont les anciennes dettes qui arrivent à échéance. C'est la dette qui arrive à échéance, qui est mise il y a 10 ans en moyenne, enfin en 7 ans en moyenne, nous coûtait à peu près 0, et qui là va être refinancée en ce moment à 3,90 sur 10 ans. Et puis, le déficit nouveau. L'écart de 1% de 100 points de base par rapport au taux où on était encore fin 2024, ça se traduit chaque année, rien que sur les émissions nouvelles, par 3 milliards de charges d'intérêt en plus. Et on voit bien qu'on se dirige assez vite vers un seuil qui, psychologiquement, est inquiétant. C'est que dans 2 ans, les intérêts, seulement les intérêts que nous allons verser sur notre dette, vont atteindre 100 milliards d'euros. De loin, le plus grand budget de l'État. On est à 70 aujourd'hui. On va être cette année pas loin de 70. Et donc... Mais quand le ministre de l'économie, Roland Lescure, dit que la France résiste, l'économie française résiste, pardon, il y a pas, le lien il est ténu, mais quand même, voilà, il nous dit en gros que pour l'instant ça va. Il a dit pas de stagflation, pas de récession en France. L'économie française résiste et les entrepreneurs font un travail magnifique et je les salue à chaque occasion. Cela dit, au premier trimestre, la croissance était nulle et ce qui est déjà un bon résultat dans l'environnement, mais on aura du mal à atteindre les objectifs de croissance de l'année. Quant à l'inflation, naturellement, elle repart. Le baril était à nouveau autour de $110 ce matin. Et même si le détroit d'Ormuz réouvre, ce qui n'est pas pour demain, les effets vont être longs.
Et donc, nous allons avoir plus d'inflation prévue, moins de croissance, ce qui, malheureusement, rend l'équation budgétaire encore plus difficile. Et c'est ça qui pousse aussi, évidemment, Et les taux longs à la hausse. Les taux longs à la hausse. Et c'est ça Est-ce qui que le nous choc prive de marge de manœuvre. Ouais, est-ce que ce choc inflationniste, il va être durable? Parce que moi, je vois ça comme une prise de conscience qui se passe sur les marchés de taux des investisseurs, que cette guerre en Iran entraîne non pas juste un pic inflationniste, peut-être un choc inflationniste qui va se prolonger plus longtemps que prévu. On a eu le même sujet au début de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que quand il y a un choc Ça rappelle des mauvais inflationniste, souvenirs, on est monté à 6%. ça rappelle des mauvais souvenirs. L'inflation. Quand il y a un choc, quand il y a un début d'inflation pour une cause extérieure, la guerre en Ukraine avec le prix du gaz, et là le pétrole et le gaz d'ailleurs avec Hormuz, on se dit c'est passager, les prix de l'énergie vont redescendre après. D'abord, ils vont redescendre, c'est pas sûr parce que l'Iran va garder la main sur le détroit d'Hormuz, mais surtout l'inflation c'est un processus cumulatif. Et on voit bien avec l'augmentation du SMIC qui a été décidée à juste titre, enfin c'est d'ailleurs automatique, par le gouvernement. Et donc une fois que l'inflation est partie, c'est toujours un peu compliqué de la faire revenir. Donc je n'ai pas de doute qu'en France, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a une très grande crédibilité, va faire revenir l'inflation à sa cible de 2%, mais dans l'intervalle, nous allons passer par une bosse qui, à nouveau, va avoir un effet. Ce qui est terrible, c'est que si la BCE, Éric Lombard, augmente ses taux directeurs, ça va casser une croissance qui est déjà très faible. Et ce n'est pas pour autant que le pétrole repassera, les barils vont repasser Hormuz, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. C'est terrible. Cela que une espèce de double peine, je trouve. Nous sommes dans une double peine qui nous met dans une situation budgétaire difficile, et que l'impératif, qui n'est pas nouveau, je disais chaque jour quand j'étais à Bercy, de redresser nos finances publiques, c'est encore plus important, parce que quand le déficit coûte près de 4% quand on émet à 10 ans, eh bien il est impératif de réduire ce déficit, donc il y a un accord le plus large possible. Ça demandera un engagement politique de tous les partis de gouvernement, de façon à ce qu'une trajectoire d'ajustement soit trouvée pour les 5 prochaines années. Et je veux préciser pour les personnes qui nous écoutent, cette trajectoire d'ajustement, ce n'est pas du sang et des larmes, c'est revenir à une politique plus raisonnable. On va continuer à avoir des retraites qui augmentent pour la plupart des retraités, on va continuer à rembourser les soins, on va continuer à financer l'école, la défense sur laquelle il faut faire plus. Simplement, dans la gestion de ces grandes politiques publiques, il est impératif d'être plus raisonnable, plus économe, de façon à réduire graduellement le déficit. En faisant des économies sur quoi ? Les économies, je pense qu'il faut être très précis sur ce dont on parle. On ne sait pas, dans un pays comme le nôtre, réduire la dépense publique. Ceux qui disent ça, non, c'est la freiner, ça aussi. Il faut freiner son augmentation. Qu'elle aille moins vite que Il faut qu'elle aille moins vite. Et notamment sur des dépenses obligées qui sont la santé et la retraite, elles vont continuer à augmenter parce que le vieillissement entraîne des dépenses de santé et la retraite aussi. Simplement, il faut qu'on soit plus raisonnable sur le remboursement des dépenses de santé. Il y a des dépenses peut-être sur lesquelles on peut faire des efforts et la campagne va permettre d'en parler. La réforme des retraites, pardon, mais il faudra bien y revenir. On devra travailler plus au long de sa vie pour financer les retraites versées aux pensionnés, parce que c'est les travailleurs qui financent la retraite des pensionnés, il n'y a pas de réserve. Les Français, à 80% ne veulent pas de la retraite à 64 ans. La retraite, c'est quelque chose qui doit faire l'objet, ça a été fait, malheureusement il y a eu un échec l'année dernière, par la négociation sociale, mais on voit bien qu'il y a un accord possible sur ce qui s'appelait dans le premier quinquennat la retraite à points, ce qui s'appelle aujourd'hui, ce qui est la proposition de la CFDT, la retraite à la carte. Il y a des personnes qui ont des fonctions, qui ont des responsabilités qui sont usantes, qui sont pénibles et qui naturellement doivent partir plus tôt et qui, en plus, parfois ont commencé plus tôt, donc ont eu une durée de cotisation qui est longue. Puis d'autres qui ont des fonctions, des travaux, des responsabilités moins usantes physiquement et qui peuvent travailler plus longtemps. Il faut qu'on ait cette diversité, mais au total, nous savons tous que la quantité de travail doit être augmentée. Ça veut dire que les jeunes entrent plus vite sur le marché du travail, ils le souhaitent. Les seniors restent plus longtemps. Qui restent plus longtemps. Et puis aussi qu'on diminue le chômage. Malheureusement, on voit que le chômage augmente. Oui. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nos finances publiques. Je reviens sur les taux. J'ai regardé depuis sur le taux moyen auquel les gouvernements du G7 s'endettent à 10 ans. On est à 4% en moyenne. On était à 3,2 avant le début de la guerre. Ça fait 80 points de base en 3 mois. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Est-ce que
On exclut une crise financière. Une crise financière n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. J'ai vu l'expression crack au ralenti. Je trouve ça bon comme expression sur ce qui se passe sur le marché. Moi, je parle d'affaissement lent, Oui, mais ça n'est pas un crack, puisque les États se financent. Ouais. Nous avons des perspectives, malgré tout. Est-ce un craquement sans être un crack qui peut mener vers une crise financière? Je ne crois pas, puisque... Vu qu'on n'a jamais autant de dettes à l'échelle de la planète. Oui, mais une crise financière, elle est toujours originée par un craquement dans un secteur, souvent dans l'immobilier ou dans des établissements financiers qui sont fragiles. Aujourd'hui, depuis la grande crise de 2008-2009, nous avons quand même durci les réglementations. Il n'y a pas de secteur, il n'y a pas d'établissement financier, il n'y a pas de pays qui inspire de l'inquiétude. Donc, je ne vois pas dans les mois qui viennent, peut-être même dans les années qui viennent, de risque de crise financière si les pays entreprennent des politiques raisonnables. Et à cet égard, je veux tout de suite appeler l'attention des acteurs politiques sur l'importance que nous aurons l'année prochaine à faire un budget. Parce qu'il ne m'échappe pas qu'il n'y a pas de majorité. J'avais vécu cela quand nous avons fait le budget 2025. Le budget 2026 a été fait avec une stabilisation du déficit. Il sera très important que les partis politiques, dans l'intérêt du pays, trouvent un accord d'ici à la fin de l'année. C'est vraiment la responsabilité du Premier ministre que je soutiendrai dans sa démarche, évidemment, de trouver cet accord de façon à ce que les marchés financiers voient bien que nos finances publiques sont tenues. On a fini à 5,1%. On a fini à 5,1% finalement, c'est ça, je crois de mémoire. On a fini à 5,1 alors qu'on avait 2025 voté en 25, alors qu'il était voté à 5,4. Ouais, et on vise venant 5. de 5,8. Ouais, et on Donc vise 5, c'était une belle évolution. On y sera pour vous, 5% de déficit cette année? Ça va être exigeant. Le ministre David Amiel, chargé des comptes publics, a pris des mesures de régulation. Ça va être très exigeant parce que quand la croissance n'est pas au rendez-vous, et ça franchement, le gouvernement n'y est pour rien, c'est des facteurs extérieurs, et que l'inflation repart, tout ça n'est pas très bon pour les finances publiques. Donc il faudra être très attentif dans l'exécution, mais je sais que le gouvernement l'est. Ces turbulences sur les marchés sont au cœur des préoccupations évidemment des ministres des Finances du G7 qui sont réunis depuis hier à Paris. Qu'est-ce qui peut sortir de ces réunions, à part des déclarations de bonnes intentions? Qu'est-ce qui peut en sortir? En réalité, il y a un gros travail qui est fait en dehors des déclarations publiques, parce que j'ai moi-même siégé au G7 pendant que j'étais en responsabilité. Et ce dialogue, il est important pour veiller à ce qu'il y ait la meilleure coordination possible. Par exemple, essayer d'avoir un dialogue avec les Américains sur leur volonté répétée d'augmenter les tarifs, ce qui serait pas très bon pour l'économie, de maintenir les sanctions sur la Russie et sur l'Iran. Sur la Russie, c'est très important pour amener la Russie à la table des négociations en Ukraine, et puis aussi sur des éléments de réglementation mondiale. Mais en quoi ça apaise les marchés financiers, notamment de taux d'intérêt, de dire ça? Mais les marchés de taux d'intérêt sont pas... Le G7 ne peut rien sur les marchés de taux d'intérêt. Les apaiser. Vous vous souvenez que quand Donald Trump a vu son Liberation Day, qui s'était traduit par... vraiment, pour le coup, un risque de crise obligataire aux États-Unis, ils ne sont pas passés très loin de la punition. Pour 40 ou 50 points de base de Nouriel taux en Roubini, le grand économiste américain, a dit le marché obligataire est plus puissant que l'homme le plus puissant du monde, qui est ou qui était Donald Trump. Ça reste vrai. Donc le poids, la puissance des marchés obligataires n'est pas à la mesure des grands pays. En revanche, si les grands pays cessent de se coordonner, de travailler ensemble pour le bien commun, là, nous avons un risque sur les marchés obligataires. Encore une fois, nous n'en sommes pas là. Le dialogue est de qualité, on se dit les choses, franchement. Avec beaucoup de divergences, sur les grands déséquilibres macroéconomiques d'une Amérique qui consomme trop, d'une Chine qui exporte trop, et d'une Europe qui n'investit pas assez. Avec des divergences que, vous, c'est un très bon résumé, avec des divergences qui seraient pires si on ne se parlait pas, avec cette recherche permanente de les limiter. On est parvenu à des accords sur les tarifs malgré tout. Je pense qu'il faut être, je l'avais déjà dit sur votre antenne, beaucoup plus engagé dans le dialogue avec la Chine, de façon à limiter la masse d'exportation chinoise qui vient perturber le marché européen.
Le libre-échange, c'est quelque chose du passé, et il faut que nous nous adaptions à cette situation où le libre-échange, malheureusement... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire oser des droits de douane à 30-40% sur... Mais bien sûr, nous l'avons fait sur l'acier, ce qui a Ouais. protégé d'ailleurs les usines françaises d'acier. Il faut le faire sur la chimie, il faut le faire sur l'automobile, il faut le faire sur les grandes filières qui sont menacées. Mais il y a, Protéger il y a notre industrie. consensus au niveau de l'Europe, au niveau des pays européens pour ça? Nous nous rapprochons de plus en plus des Allemands, qui sont les premières victimes, Eh puisque oui. c'est la première puissance industrielle en Europe, de ce qui se passe. Et c'est très important de faire ça dans un dialogue avec l'ensemble des pays européens. Il me semble qu'on progresse, c'est exigeant. Il faut d'ailleurs ne pas oublier d'embarquer les pays européens qui ne sont pas de l'Union européenne, notamment les Britanniques, parce que nos intérêts dans ce domaine sont convergents. Qu'est-ce qui rassure et qu'est-ce qui inquiète Éric Lombard dans la situation économique mondiale avec, encore une fois, un pétrole à 110 $, des taux longs français à 3,90 et américains à 4,60 et une absence de perspective de sortie de conflit entre Américains et Iraniens? Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un dialogue indirect entre les Américains et les Iraniens après cette guerre qui, franchement, était une initiative malheureuse, mais c'est ainsi, et qui a vraiment déstabilisé la planète. Ce qui est rassurant, c'est que les sanctions font leur effet en Russie, dont l'économie était encore étonnamment florissante jusqu'à l'année dernière. Et là, on voit que l'économie souffre, que les Russes souffrent. J'en suis pas heureux pour eux, mais ça va augmenter la pression sur Vladimir Poutine pour arriver à la table de négociation. C'est que nous sommes dans un dialogue exigeant avec la Chine. Et ce qui, en revanche, m'inquiète, c'est que l'Europe n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que l'Europe, dans ces échanges, devrait peser beaucoup plus. Nous n'avons pas de capacité autonome d'intervention militaire, raison pour laquelle les Américains ne nous ont même pas consultés avant d'attaquer l'Iran. Peut-être qu'on aurait pu essayer de les dissuader. Et nous devons pour ça qu'ils nous ont pas consultés forcément renforcer nos capacités d'action avec les États-Unis, si les États-Unis sont toujours là. Ou Mais les budgets ont largement été revus à la hausse en matière de défense en Allemagne, en Europe, partout. Ce qui manque, ce n'est pas les budgets. Notre PIB, la capacité européenne, si on ajoute la Grande-Bretagne, est 10 fois celle de la Russie. Donc nous avons les moyens. En revanche, il faut qu'on renforce notre capacité à fonctionner de façon autonome par rapport à l'OTAN. Si d'aventure les Américains, dans le cas par exemple d'une agression russe qui venait à augmenter, décidaient de ne pas réagir, nous devons avoir notre propre capacité de réaction entre Européens. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'organiser et sur lequel nous devons avancer pour gagner en autonomie. D'ailleurs, si je peux citer le président de la République, ce qui ne se fait pas beaucoup en ce moment, il l'avait bien vu et bien dit dans son discours de la Sorbonne en 2017, et il faut maintenant le mettre en œuvre. Et pour les Français, les Françaises qui nous regardent, qui se disent taux de chômage, on est au-delà de 8, ça continue de monter. L'inflation, on était en début d'année à 0,9, on est à 2,5, on va très vite aller à 3. J'en parlais avec le patron de l'INSEE. Il y a de quoi lever le pied, de se dire j'investis moins, je consomme moins, j'épargne plus. On dit quoi aux Français, aux Françaises qui nous regardent? Je suis très confiant dans notre capacité à repartir en croissance, continuer à réduire le chômage, préparer l'avenir. Pas cette année. Pour cette année, c'est pas cette année. Pour cela, il y a une échéance importante l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, on voit bien, il y a un grand nombre de candidats. Juste, avant de parler de 2027, juste sur 2026, c'est une année qui annus horribilis, c'est-à-dire que les 0,9% de croissance pour la France, on ne les aura pas. Les déficits sous 5%, ça paraît compliqué aussi. Le chômage va augmenter, l'inflation. L'année n'est pas terminée. J'espère qu'il y aura un cessez-le-feu et en Ukraine et dans le Golfe Persique. Et donc, non, l'année n'est pas terminée. On est parti pour une croissance zéro quand même cette année. Ah, je suis plus optimiste que vous. Le 0,9 ne sera pas atteint. Le gouvernement est sur 0,7. J'espère qu'on atteindra le 0,7. En tout cas, je sais que les entrepreneurs vont tout faire pour. Mais c'est important, parce que vous parlez des Françaises et des Français, qu'on se projette. Ma conviction, c'est que, quel que soit le président ou la présidente qui sera élu en 2027, nous garderons une Assemblée nationale fragmentée, parce qu'aujourd'hui, il y a 5 grands courants politiques en France. Il y a le centre-gauche, le centre-droit, et puis les deux partis extrêmes. J'espère vigoureusement que quelqu'un de l'espace central, LFI et le Rassemblement national. Qui sont quasiment 50% aujourd'hui de... Ce qui veut dire qu'il y a probablement une majorité pour les partis qui sont en dehors de ces partis extrêmes, mais lesquels ne sont pas d'accord. Mais il me semble, moi, qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Sur préserver notre modèle social, construire l'Europe, préparer la transformation écologique, ce qui est impératif. Et je suis convaincu qu'il nous faudra, à partir de 2027, gouverner dans un cadre de coalition. Et
Je suis Avec très majorité, optimiste. avec majorité. Avec une coalition majoritaire, comme ça se fait en Allemagne, mais qui peut être assez large et dans la vision dans laquelle nous avons Donc fonctionné. LR qui travaille avec PS, qui j'étais- travaille avec le centre. C'est ce que nous avons fait quand j'étais au gouvernement avec François Bayrou, où le budget 2025 a été voté grâce à l'absorption du Parti socialiste avec un soutien qui allait jusqu'à LR. Et donc il y a une forme de Vous parliez à l'époque à la fois à Retailleau d'un côté et puis Mais je à vous le Vieux-Fort de confirme. l'autre. Et je disais à Bruno Retailleau, écoute, ce que tu me demandes, tu vois bien que ça ne passera pas avec le Parti socialiste, est-ce que tu serais d'accord sur cet aménagement? Et réciproquement avec Olivier Faure, et naturellement dans le dialogue aussi avec les partis du bloc Ça serait plus simple central. avec une majorité absolue hein, pour le candidat et son camp quand même. Hein. Et ce serait bien que nous ayons à ce moment-là une majorité absolue. Mais même si c'est une majorité absolue, je ne crois pas qu'aucun des candidats, si un candidat gagne issu de ce bloc central, il devra probablement composer avec cette coalition. Et j'y vois un facteur favorable, c'est que ça permettra d'avoir un dialogue avec les Français et devant les Français sur les priorités. Est-ce que les Français veulent qu'on continue à préparer l'avenir, qu'on investisse sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, ce qui demandera de faire un effort sur le volet social, pas du tout le mettre en danger, mais être plus raisonnable sur le volet social, de façon à ce qu'enfin, on puisse plus investir sur l'avenir, qu'on soit plus raisonnable sur le financement de la santé et des retraites, et que ça se passe devant tout le monde. Quand on avait préparé le budget 25, j'avais conduit les entretiens de Bercy avec Amélie de Montchalin de façon transparente. Les partis qui venaient, quand ils descendaient dans la cour, parlaient aux médias, à vous-même, à vos collègues, en disant voilà ce que nous avons proposé, voilà ce que nous demandons. Eh bien, cette transparence dans le débat, elle me paraît très féconde, parce que pour faire face aux défis du moment, ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion du plus grand nombre. Mais cette coalition, donc, une grande transparence bien dans sûr, l'exposition. ça sera des post-élection présidentielle. Elle n'aura pré- pas lieu avant, ça aura lieu après en fonction de qui sera. Elle aura lieu après, mais il est important que les conditions avant soient On ne préservées. prend pas le chemin. Hein. Je conserve un dialogue régulier avec l'ensemble des partis de cet arc Ouais. pour veiller à ce que la capacité de dialogue soit toujours là. Ça ne veut pas dire que je suis forcément toujours d'accord avec ce que dit Bruno Retailleau d'un côté, Olivier Faure de l'autre, Gabriel Attal, Édouard Philippe ou François Bayrou. Mais cette capacité de dialogue, elle est absolument indispensable. Et encore une fois, par rapport à ce qui est proposé par le Rassemblement national, qui voit une solution dans la lutte contre l'immigration, ce qui franchement est une politique publique, mais en tout cas les propositions du RN ne seront jamais une solution, et celle de la France insoumise, qui ont une vision économique qui, me semble-t-il, ne peut pas fonctionner. Et ce qui rassemble ces partis peut aboutir sur un projet convaincant pour les Français. En tout cas, c'est ce qu'il faut préparer, et si un parti a une majorité absolue, comme quand on était petit, si je peux dire, eh bien, très bien. Je ne trouve pas que ce soit une façon adaptée de fonctionner, parce que l'avantage de la coalition, c'est que ça fait fonctionner l'intelligence collective, ça oblige à des compromis, et ma conviction, c'est qu'un compromis, c'est toujours meilleur qu'une solution monolithique. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Éric Lombard, donc, ancien ministre de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. À bientôt.